Mes parents ont falsifié des documents pour voler le ranch de grand-père, ils m'ont renié, et maintenant, ils supplient qu'on leur accorde une chance. Mais j'ai fait un geste qui les a laissés sans voix. J'ai 18 ans, et j'ai grandi en étant pratiquement invisible dans ma propre maison. Pas le genre de fantôme cool que les gens remarquent, non, juste le genre de présence que personne ne voit, à laquelle personne ne pense. Pendant 17 ans, je me suis senti comme un colocataire au hasard avec qui ils s'étaient retrouvés par accident. Mes parents avaient leur enfant parfait, ma sœur, une jeune femme de 19 ans. Elle a toujours eu des A, notes maximales dans le système anglo-saxon, elle est inscrite dans une école de droit UP qui coûte une fortune, et mes parents se sont assurés qu'elle ne manque de rien, un nouvel iPhone chaque année, des vêtements de marque hors de prix, et même une toute nouvelle Jeep pour son 18e anniversaire. Quant à moi, si je voulais quoi que ce soit, je devais trimer comme un malade pour l'obtenir. Je travaille depuis mes 15 ans, à remplir les rayons dans un supermarché, à faire des sandwichs dans un petit traiteur local. Pas parce que je voulais des choses luxueuses, mais parce que si je n'achetais pas mes propres affaires, je porterais encore les mêmes jeans pourris du collège et ce n'est même pas une exagération. Quand ma poussée de croissance est arrivée, mes parents m'ont juste dit « débrouille-toi ». Pendant ce temps, ma sœur recevait une toute nouvelle garde-robe. Chaque fois que je demandais littéralement quoi que ce soit, mes parents répondaient la même chose, on doit se concentrer sur l'avenir de ta sœur. Et ce n'était pas qu'une question d'argent. Quand elle passait une mauvaise journée, tout le monde devait marcher sur des œufs pour ne pas empirer les choses. Moi, quand j'en avais une, personne ne le remarquait. Je pouvais rentrer à la maison avec l'air d'un zombie, et ma mère me demandait juste si j'avais pensé à acheter du lait. C'est ma sœur qui décidait où on mangeait, ce qu'on regardait, tout. Mon opinion ne comptait absolument pour rien dans cette maison. Le favoritisme était tellement flagrant que c'en était presque drôle. Ma sœur tombait malade ? Ma mère se mettait à cuisiner de la soupe maison et achetait des mouchoirs spéciaux. Moi ? Je suis tombé malade une fois, et ma mère a posé du sirop pour la toux devant ma porte en me disant de ne pas propager mes microbes. Merci pour l'amour, maman. Les repas du soir étaient les pires. C'était toujours « raconte-nous ta journée », adressé à ma sœur, qui pouvait parler pendant 40 minutes d'un drame entre copines ou d'un contrôle difficile. Et si j'avais de la chance, quelqu'un se souvenait que j'existais et demandait « et toi, ta journée ?» mais ils étaient déjà en train de débarrasser la table ou de vérifier leur téléphone. Mais ce qui m'a vraiment tué, c'est cette histoire de voiture. Ma sœur a eu une toute nouvelle Jeep pour ses 18 ans. Une énorme surprise, avec un nœud rouge sur le capot, garé dans l'allée. Mon père a même fait un grand discours, disant à quel point ils étaient fiers d'elle, et qu'elle méritait ce cadeau pour avoir été une si bonne élève. Pour mes 18 ans à moi, j'ai eu un gâteau de supermarché et une carte avec $50 dedans. Mon père m'a dit que si je voulais une voiture, je n'avais qu'à économiser. La différence de traitement était tellement évidente que c'en était presque impressionnant. J'ai commencé à faire de plus en plus d'heures au travail, juste pour éviter de rentrer chez moi. Mon manager au traiteur s'intéressait plus à ma vie que mes propres parents. C'est triste, quand le gars qui te paie au salaire minimum pour faire des sandwichs te pose plus de questions sur ton avenir que ta propre famille. Ce n'est pas comme si mes parents étaient des monstres. Ils ne me frappaient pas, ne criaient pas. Ils s'en fichaient, tout simplement. Comme si j'étais juste un inconnu qui vivait là, pas leur fils. Parfois, je me dis que c'est même pire, en un sens. Si au moins ils avaient été affreux, j'aurais pu leur en vouloir. Mais là, j'étais juste rien. Voilà, c'était ma vie pendant 17 ans, exister dans l'ombre de l'enfant en or, en essayant de me convaincre que les choses changeraient un jour, qu'un jour je compterais pour quelqu'un. Les demandes d'inscription à la fac sont arrivées pendant ma dernière année de lycée. Je n'étais pas idiot, je savais qu'on n'était pas riche. Je ne visais pas Harvard ou une Ivy League, groupe d'universités prestigieuses américaines, juste une université publique correcte à environ 1 heure de route. Rien de luxueux, des frais raisonnables, des programmes solides. Un soir, j'en ai parlé pendant le dîner, pensant tester un peu l'eau, voir si mes parents seraient prêts à m'aider un minimum, comme ils l'avaient fait pour ma sœur. Quelle erreur. Je me souviens encore exactement de la scène. On était à table, tout le monde était installé, et j'ai regardé pour aller à la fac d'État l'automne prochain. Les frais de dossier ne sont que de $50. Mes parents se sont regardés avec cette expression bizarre, comme s'ils échangeaient silencieusement pour décider comment me démolir. Puis mon père s'est raclé la gorge et a lâché la bombe, les études de ta sœur sont un investissement. Si tu veux aller à la fac, il va falloir travailler plus et prendre un prêt. Il est temps de te débrouiller. Ma mère a hoché la tête, comme si tout cela était parfaitement logique. On ne peut pas se permettre d'envoyer les deux en même temps. Le programme de ta sœur coûte très cher. Et là,
est arrivé le vrai coup de massue. Papa a posé sa fourchette et m'a regardé avec un air sérieux. En fait, maintenant que tu vas bientôt avoir 19 ans, on pense qu'il est temps que tu commences à contribuer à la maison. Le loyer, les factures, tu vois. Il faut te préparer au vrai monde. J'ai failli m'étouffer. Tu veux que je paie un loyer, ici, dans ma propre maison? C'est notre maison, m'a corrigé maman. Et l'argent est serré en ce moment. L'argent est serré? Quelle blague. Ça ne semblait pas si serré quand ma sœur voulait partir à Boston pour le week-end visiter des cabinets d'avocats, autrement dit faire la fête avec ses copines. L'argent n'était serré que quand il s'agissait de moi. Mais quand ma sœur avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour ses études de droit, ils ont trouvé une solution, sans poser de questions. Pendant que moi, je devais payer pour vivre dans ma propre maison ou partir. Ce soir-là, je n'arrêtais pas d'essayer d'imaginer mon avenir dans cet endroit. Trimer comme un malade au traiteur, donner la moitié de mon salaire à mes parents, regarder ma sœur vivre sa meilleure vie pendant que moi je me contentais d'exister. Rien que d'y penser, j'en avais la nausée. J'ai commencé à faire des calculs dans ma tête. Le loyer dans notre coin était délirant. Impossible de me payer un appart seul avec mon salaire du traiteur. Des colocataires peut-être, mais qui? Tous mes amis partaient à la fac avec le soutien financier de leurs parents. Le lendemain matin, au petit déjeuner, c'était encore pire. J'avais à peine pris 2 bouchées de mes céréales que maman m'a rappelé que je devais l'argent pour la facture internet du mois dernier. N'oublie pas, on en a besoin avant vendredi, m'a-t-elle dit, comme si j'étais un locataire qu'elle devait relancer pour paiement. Puis ma sœur est arrivée, encore à moitié endormie, a attrapé son smoothie bio spécial dans le frigo parce que bien sûr, elle avait des aliments spéciaux juste pour elle et personne n'a dit un mot sur le fait qu'elle ne payait rien. Elle n'avait jamais bossé un seul jour de sa vie, mais apparemment, c'est moi le poids financier. Je n'ai pas pu m'en empêcher, pourquoi elle ne paie jamais rien. Maman m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Elle se concentre sur ses études, a-t-elle dit d'un ton comme si j'étais ridicule. Tu devrais être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ta tête. Reconnaissant? Reconnaissant d'être traité comme un locataire dans ma propre maison. De devoir bosser 30 heures par semaine en plus de l'école juste pour m'acheter les choses de base, pendant que ma sœur recevait tout sur un plateau. Ouais, super reconnaissant, vraiment. Et puis il y avait papa. Je l'ai trouvé un soir dans son bureau, en train de fixer la facture d'eau, l'air stressé. Il a poussé un long soupir, s'est frotté le front, puis s'est tourné vers moi qui me tenais dans l'embrasure de la porte. Tu sais, fiston, chaque petit coup de main compte. J'avais envie de lui dire que chaque petit coup de main était déjà parti dans la vie de luxe de ma sœur. Mais j'ai gardé le silence. C'est comme ça que les choses fonctionnaient dans cette maison. Baisse la tête, ne fais pas de vagues, accepte que tu comptes moins. Maman a commencé à laisser des post TS sur le frigo, loyer du vendredi, écrit avec un smiley, comme si elle ne faisait pas pression sur son propre fils. Pendant ce temps, ma sœur avait des petits mots comme « Bonne chance pour ta présentation, ma chérie », avec une carte cadeau Visa ou une carte Starbucks ou peu importe ce qu'ils avaient décidé qu'elle méritait ce jour-là. Ce jour-là, j'ai commencé à chercher un autre boulot. Le traiteur ne pouvait pas me donner plus d'heures, alors j'ai postulé dans un immeuble de bureau pour un poste de gardien de nuit. Rester debout toute la nuit à surveiller des couloirs vides et vérifier des portes. Ennuyeux à mourir, mais mieux payé que le traiteur. Et franchement, être seul dans un immeuble vide, c'était mieux que d'être invisible à la maison. Entre les deux boulots, je bossais presque 50 heures par semaine tout en essayant de finir le lycée. J'étais constamment épuisé. Mes notes ont commencé à chuter. Est-ce que mes parents l'ont remarqué? Est-ce qu'ils s'en sont souciés? Bien sûr que non. Mais ma sœur a eu un B+, équivalent d'un 13-14/20, et maman lui a cuisiné son plat préféré pour la consoler après une telle déception. La première fois que j'ai donné l'argent du loyer, c'était le pire. Je venais d'encaisser mon chèque, j'ai compté les billets et les ai mis dans une enveloppe. Je l'ai tendue à mon père après le dîner. Il l'a prise comme si c'était la chose la plus normale du monde. Pas un merci. Il a juste hoché la tête et l'a glissée dans son portefeuille. Je me suis senti comme un imbécile. Ma chambre ne me semblait même plus mienne. Plutôt comme une pièce que je louais et dont je pouvais être viré à tout moment. J'ai commencé à garder la plupart de mes affaires dans mon sac à dos et mon sac de sport, au cas où. Pas que j'ai grand-chose qui vaille la peine d'être emporté. Une nuit, après un double service, je suis rentré vers 2 heures du matin. Tout le monde dormait. Je me suis assis dans la cuisine, mangeant des restes froids, en regardant autour de moi cette maison dans laquelle j'avais grandi. Les photos de famille où j'apparaissais à peine,
les objets coûteux qu'on était censé ne pas pouvoir se permettre, mais qu'on trouvait quand même pour ma sœur, le mot sur le frigo me rappelant que les factures étaient dues. Et je me suis demandé, c'est donc ça? C'est vraiment ça, ma vie? Travailler comme un forcené pour rester dans un endroit où personne ne me veut, regarder quelqu'un d'autre vivre la vie que je ne pourrais jamais avoir? Il devait bien exister quelque chose de mieux ailleurs. N'importe où serait mieux que ça. Dans tout ça, il n'y avait qu'une seule personne qui m'ait jamais fait sentir que je n'étais pas juste un poids, mon grand-père. Il vivait à l'ouest, dans un ranch de chevaux perdu au milieu de nulle part. Pas dans le Montana ni dans le Wyoming, rien de si chic. Juste une propriété de taille décente à quelques états d'ici. Je ne le voyais pas souvent, puisque mes parents avaient toujours des choses plus importantes à faire que d'aller lui rendre visite. Mais quand j'y allais, c'était comme entrer dans un autre univers. La propriété de grand-père ne payait pas de mine, une vieille ferme qui avait besoin d'un coup de peinture, quelques écuries, des pâturages clôturés et une douzaine de chevaux. Mais bon sang, ça ressemblait bien plus à un vrai chez moi que ma maison réelle ne l'avait jamais été. Aucun rappel constant que j'étais l'enfant de second plan, juste de la terre ouverte, de l'air frais et une véritable paix. Il avait une douzaine de chevaux, certains pour l'élevage, d'autres pour des balades. Je l'aidais à les brosser quand je lui rendais visite, j'ai appris à leur nettoyer les sabots, les pansets, tout ce genre de choses. C'était un travail dur, on finissait courbaturé et on sentait le cheval, mais ça ne me dérangeait pas. Là-bas, je ne faisais pas que survivre, je faisais quelque chose qui avait du sens. Mon grand-père n'était pas du genre câlin ou sentimental. Il ne me faisait pas de discours motivants, il ne me disait pas que j'étais spécial. Il me traitait juste comme quelqu'un de capable, comme si mon avis avait de la valeur. Il me demandait ce que je pensais de certaines choses, et il écoutait vraiment ma réponse. Du respect humain basique, mais comparé à la maison, ça semblait révolutionnaire. Cette idée a commencé à grandir dans ma tête pendant ces longues nuits, et si je partais? Si je coupais les ponts, si je me concentrais sur mon propre avenir au lieu de financer le spectacle sans fin, ma sœur est extraordinaire. Rester ici pour n'être rien, ou partir et tenter d'être quelque chose. J'ai commencé à faire des recherches sur les équivalents de diplômes, G d'égal général éducationnel développement, un diplôme équivalent au bac, à envisager de ne pas terminer le lycée, à regarder les offres d'emploi dans la région de mon grand-père, à vérifier le prix des billets de bus. Je faisais surtout des plans, je rêvais, en réalité. Puis j'ai commencé à remarquer des choses bizarres à la maison. Mes parents recevaient de plus en plus de documents à l'aspect officiel par courrier, de grosses enveloppes avec des noms de cabinets juridiques dessus. Ils les cachaient vite dès que j'entrais dans la pièce. Ils avaient aussi des conversations à voix basse qui s'arrêtaient net quand je franchissais la porte. Il se passait clairement quelque chose. Au début, j'ai cru qu'ils allaient divorcer ou un truc du genre, ça aurait pu expliquer les documents juridiques et le secret, mais ils ne se disputaient pas plus que d'habitude, et ils formaient toujours un front commun quand il s'agissait de privilégier ma sœur et de me traiter comme un employé. Un soir, je suis rentré plus tôt de mon poste de sécurité parce qu'une tempête avait provoqué une coupure d'électricité dans l'immeuble, et ils avaient renvoyé tout le monde chez soi. Il devait être 1h du matin au lieu de 6h comme d'habitude. Mes parents étaient dans la cuisine, penchés sur une pile de papier, parlant à voix basse. Je me suis arrêté devant la porte quand j'ai entendu le nom de mon grand-père. Il ne saura jamais, disait mon père. Sa vue est tellement mauvaise ces temps-ci qu'il peut à peine lire le journal sans loupe. Et s'il demande à quelqu'un d'autre de le lire, a demandé ma mère, nerveusement, ce qui était étrange venant d'elle. Qui? Il vit seul au milieu de nulle part. Le temps que quelqu'un s'en rende compte, ce sera trop tard. L'accord sera conclu. Je suis resté figé dans le couloir. Est-ce qu'il parlait bien de ce que je pensais? De quelque chose concernant mon grand-père qu'il ne devait pas savoir? Ça ne sentait pas bon du tout. Mon père a poursuivi, le promoteur a besoin d'une réponse avant la fin du mois. C'est comme ça qu'on garantit son avenir. Ses frais de scolarité ne vont pas se payer tout seuls. Et cet accord la mettra à l'abri pour la vie. On lui doit bien ça après tous nos sacrifices. Ma mère a soupiré, je ne veux juste pas d'ennui. Ton père a travaillé dur pour cette terre, maintenant elle peut travailler pour nous. Tout ce dont on a besoin, c'est de sa signature sur ces papiers, a conclu mon père. Je me suis éloigné doucement et suis allé dans ma chambre, l'esprit en ébullition. Bon sang. Il préparait quelque chose avec le ranch de mon grand-père, quelque chose qu'il ne saurait même pas. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il tramait un sale coup. Les semaines suivantes, j'ai commencé à faire très attention. Mes parents se comportaient bizarrement, murmuraient, cachaient du courrier, faisaient des escapades sans explication. Ma sœur semblait être dans le coup aussi,
Elle posait soudain plein de questions sur la santé de grand-père et sur sa propriété, soi-disant par inquiétude. J'ai commencé à fouiller. Oui, je sais, atteinte à la vie privée et tout ça, mais quelque chose clochait sérieusement. Je regardais le courrier avant qu'il ne rentre, quand je le pouvais, à la recherche d'indices. J'écoutais aux portes, comme un personnage de film d'espionnage. J'ai même consulté l'historique du navigateur sur l'ordinateur familial quand il n'était pas là. Un jour, pendant qu'ils étaient sortis au tournoi de débat de ma sœur, j'ai fouillé leur bureau. Probablement mal, mais j'en avais plus rien à faire à ce stade. Caché dans un tiroir du bureau de papa, j'ai trouvé des copies de ce qui ressemblait à des documents juridiques, des transferts de propriété, des formulaires de procuration, et ce qui semblait être un nouveau testament au nom de mon grand-père, tous datés récemment. Je ne suis pas avocat, mais même moi j'ai vu que c'était louche à mort. Les documents transféraient la propriété du ranch à mes parents. Il y avait des post-TS sur certaines pages disant « signature ici », avec des petites flèches. Et ouais, il y avait déjà la signature de mon grand-père sur certains documents. Mais il y avait quelque chose de bizarre. J'avais vu son écriture sur des cartes d'anniversaire, et là, ça ne collait pas tout à fait. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Cette nuit-là, j'ai fait des recherches sur les documents. Bon sang, ils essayaient vraiment de transférer le ranch de grand-père à leur nom. Les signatures ressemblaient à celles de grand-père, mais c'était des faux. Mes parents commettaient en fait une fraude, une vraie fraude criminelle. J'ai appelé un gars que je connaissais du lycée, dont le père est avocat. Je ne lui ai pas donné de détails, j'ai juste posé des questions hypothétiques sur des faux documents et des transferts de propriété. Ce qu'il m'a dit a confirmé mes soupçons, mes parents essayaient de voler le ranch de grand-père avec des papiers falsifiés. Mais pourquoi maintenant? Après quelques recherches en ligne, j'ai trouvé la raison de cette précipitation soudaine. Un promoteur achetait des terrains dans la région de grand-père pour un projet de complexe touristique. Son ranch avait soudainement pris beaucoup de valeur. Mes parents avaient dû entendre parler de ça, d'une façon ou d'une autre. J'étais hors de moi. Mais je savais que je ne pouvais pas les affronter directement. Ils nieraient tout, détruiraient les preuves, et je n'aurais aucune preuve. Il fallait que je sois intelligent. Au lieu de les confronter, j'ai commencé à parler de grand-père plus souvent, l'air de rien. Je me demande comment grand-père s'en sort avec ses chevaux, je disais, tout en observant leur réaction à chaque fois. Ils échangeaient ce regard coupable avant de changer de sujet. J'ai aussi remarqué d'autres choses bizarres. Comme mon père, que j'ai surpris en train de s'exercer à recopier la signature de grand-père sur une feuille de brouillon. Je l'ai surpris une fois, et il a vite froissé la feuille en disant qu'il gribouillait juste. Bien sûr papa, gribouiller au hasard la signature de ton père, totalement normal. Plus j'en découvrais, plus je réalisais qu'il fallait que je prévienne mon grand-père. Mais je devais faire attention. Si mes parents soupçonnaient que je savais, ils pourraient accélérer leur plan. Alors j'ai fait semblant de rien, j'ai agi comme d'habitude, tout en cherchant comment les arrêter. Puis ils m'ont lâché ça, on allait tous rendre visite à grand-père bientôt. Un voyage en famille. C'était bizarre, parce qu'ils n'avaient jamais voulu y aller auparavant. Et maintenant, ils insistaient pour que nous y allions tous, y compris ma sœur, qui d'habitude se plaignait de l'odeur et du fait qu'il n'y avait rien à faire au ranch. C'était clair, ils allaient essayer de lui faire signer ses papiers en personne, et j'étais le seul à pouvoir les en empêcher. Les jours avant notre voyage au ranch de grand-père étaient stressants à souhait. J'avais l'impression de vivre dans un mauvais film d'espionnage, essayant d'agir normalement alors que je savais que mes parents préparaient quelque chose de profondément tordu. Je devais me rappeler de ne pas les fixer ni me comporter bizarrement. Pas facile quand tu sais que tes parents sont littéralement des criminels. Je continuais à rassembler des preuves. Quand ils n'étaient pas là, je fouillais leur bureau à la recherche de nouveaux documents. J'ai trouvé quelques papiers en plus, y compris ce qui ressemblait à un script, des phrases toutes faites pour convaincre grand-père de signer les documents. Ils avaient écrit toute une histoire larmoyante sur le besoin d'argent pour les études de droit de ma sœur, et sur leurs prétendues difficultés financières. Ma sœur était clairement dans le coup aussi. Je l'ai entendu au téléphone avec maman dire, donc, je dois juste le distraire pendant que vous vous occupez des papiers. Papa dit que si ça passe, la fac de droit est couverte pour les 2 prochaines années, et peut-être même un acompte pour mon appart. Belle famille, hein. Utiliser l'enfant en or comme diversion pendant qu'il dépouille grand-père. La veille du voyage, je les ai entendus dans leur chambre. Et s'il veut lire les papiers lui-même, a demandé maman. On a déjà vu ça, a dit papa, visiblement agacé. Je lui dirai que c'est juste de la planification successorale classique, des trucs que son avocat a recommandés, trop compliqués pour rentrer dans les détails. Il me fait confiance.
C'est là que j'ai vraiment pris conscience à quel point tout ça était tordu. Ils utilisaient la confiance de grand-père contre lui. Son propre fils prévoyait de lui voler ce qu'il avait construit. J'en avais la nausée. Le matin du départ, ils étaient tous les deux super joyeux, comme si on partait en vacances géniales au lieu d'une mission de fraude. Maman avait même préparé les biscuits préférés de grand-père. Beau geste, hein? Voici des petits gâteaux pendant qu'on vole le fruit de ton travail. Le trajet en voiture était tendu pour moi, mais mes parents bavardaient gaiement, faisaient des plans, parlaient de cette formidable opportunité d'investissement qu'ils envisageaient. Ma sœur demandait sans cesse si le ranch avait une bonne couverture réseau. Très préoccupée par les vraies priorités de la vie. Moi, je regardais par la fenêtre, essayant de trouver ce que je pouvais faire. J'avais les preuves sur mon téléphone, mais est-ce que grand-père me croirait plutôt que son propre fils? Comprendrait-il même ce qui se passait? Il avait plus de 70 ans et vivait seul. Et s'il faisait simplement confiance à mon père et signait tout ce qu'on lui mettait sous le nez? Quand on est arrivé au ranch, grand-père nous attendait sur le perron. Il avait l'air sincèrement heureux de nous voir, ce qui rendait les choses encore pires. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mes parents étaient d'une gentillesse exagérée, aidaient pour les corvées, faisaient des compliments sur le ranch, posaient des questions sur les chevaux. L'endroit est magnifique, papa, a dit mon père en regardant autour, avec ce que je reconnaissais désormais comme des signes de dollars dans les yeux. Ma sœur avait même enfilé des bottes et faisait semblant de s'intéresser à la vie au ranch. Une première. C'était tellement faux que j'avais envie de vomir. Grand-père nous a fait faire le tour du propriétaire, parlant des améliorations qu'il avait faites, de l'état des chevaux. Il semblait un peu surpris par tout cet intérêt soudain, mais content d'avoir de la compagnie. Il me jetait de temps en temps des regards, comme s'il savait que quelque chose clochait. Ce soir-là, après le dîner, mes parents ont installé l'ambiance, essayant de mettre grand-père à l'aise. Classe. Ma sœur, bien sûr, s'est, opportunément, mise à lui montrer des photos sur son téléphone, des images de l'université, de ses amis, de sa vie en ville. La distraction avait commencé. J'ai vu mon père attraper sa mallette. C'était maintenant. Ils allaient le faire. En fait, ai-je dit en me levant soudainement, grand-père, est-ce que je peux te montrer quelque chose avec les chevaux? J'ai remarqué que la jument Baille boitait un peu de la patte avant gauche. Tout le monde a eu l'air surpris. Ce n'était pas prévu dans leur scénario. Maintenant, a demandé ma mère en me lançant un regard noir. Ça ne prendra qu'une minute, ai-je répondu. Il vaut mieux vérifier avant la tombée de la nuit. Grand-père a hoché la tête et s'est levé. Bien vu, fiston. Allons voir ça. En marchant vers les écuries, je sentais les regards de mes parents me brûler le dos. Ils étaient furieux, mais ne pouvaient rien dire sans paraître suspect. Une fois seul dans l'écurie, je me suis tourné vers grand-père. Il n'y a rien qui cloche chez aucun cheval. Il a levé un sourcil. Je m'en doutais. Qu'est-ce qui se passe, fiston? Tu es nerveux depuis ton arrivée. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment. Grand-père, maman et papa essaient de t'arnaquer. Ils ont des papiers là-dedans à te faire signer qui transféreraient la propriété du ranch à leur nom. Ils prévoient de le vendre à un promoteur. Son visage n'a pas beaucoup changé, juste un léger plissement autour des yeux. C'est une accusation grave. Je sais. Et j'ai des preuves. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises des documents. Tu vois ces signatures? Ils s'entraînent à imiter ta signature. Ils ont tout un tas de papiers sur des transferts de propriété et des procurations. Il a étudié les photos, les faisant défiler lentement. Pourquoi ferait-il ça maintenant? Ils ne se sont jamais intéressés au ranch. À cause du projet de complexe touristique, ai-je répondu. Le terrain vaut des millions maintenant. Ils veulent encaisser, payer les études de droit de ma sœur, acheter une nouvelle maison, peu importe. Ils s'en fichent du ranch, des chevaux, de toi. Il est resté silencieux un long moment, regardant les chevaux dans leur stall. La jument Baille a poussé un petit hennissement en sa direction. Tu sais, a-t-il fini par dire, je me suis toujours demandé comment tu avais tourné si différemment d'eux. J'ai été pris de court. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es honnête. Droit. Il m'a regardé. Tu aurais pu aller dans leur sens. Tu aurais sûrement obtenu quelque chose de l'affaire. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas moi. Il a hoché la tête. Non, ce n'est pas toi. Il m'a rendu mon téléphone. Merci de m'avoir prévenu. Allez, on retourne à l'intérieur. Attends, qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé, pris de panique.
Allait-il simplement les confronter? Est-ce qu'ils allaient tout nier? Rien ce soir, a-t-il dit calmement. Ce soir, on retourne là-bas et on fait comme si de rien n'était. Demain, on s'en occupera. Fais-moi confiance. Alors c'est ce qu'on a fait. On est retourné à l'intérieur, là où mes parents avaient disposé les papiers bien en évidence sur la table de la salle à manger, prêts pour leur grosse arnaque. Grand-père a agi comme si de rien n'était, a raconté des histoires sur le ranch, a demandé des nouvelles de gens de la ville. Mes parents étaient visiblement impatients, mais essayaient de ne pas trop le montrer. On devrait discuter des documents de succession, a fini par dire mon père, en désignant les papiers. Juste des trucs de routine que mon avocat a recommandés. Demain, a dit grand-père fermement. Trop fatigué pour de la paperasse ce soir. Ses vieux yeux ont besoin de repos. Le regard sur le visage de mes parents valait de l'or, frustré mais forcé de ne pas insister. Ils n'avaient pas le choix. Le lendemain matin, j'ai trouvé grand-père dans la cuisine. Il m'a regardé et a dit, j'ai passé quelques appels hier soir après que tu sois allé te coucher. Mon avocat va passer vers 10 heures. Et mon frère aussi, ton grand-oncle Steve. Je pense qu'on va avoir besoin de témoins. J'ai senti mon estomac se retourner d'une drôle de manière. C'était en train d'arriver pour de vrai. Et mes parents? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Rien pour l'instant. Laisse-les croire que tout se déroule comme prévu, dit-il en prenant une gorgée de son café. Ton rôle, c'est de rester naturel. Tu peux faire ça? J'ai hoché la tête, même si, naturel, me semblait presque impossible à ce stade. Et ma sœur? Quoi, ta sœur, a-t-il demandé. Elle est dans le coup aussi, ai-je dit. Je l'ai entendu dire qu'elle allait te distraire pendant qu'il faisait signer les papiers. Un éclair de déception passa sur son visage. Alors peut-être qu'elle a fait son choix elle aussi. Mes parents et ma sœur ont fini par arriver dans la cuisine, l'air étrangement reposé pour des gens qui préparaient une fraude massive. Maman s'est mise immédiatement à préparer un grand petit déjeuner, en parlant de combien l'air de la campagne l'avait fait bien dormir. Papa, lui, regardait sans cesse sa montre et lançait des remarques sur le fait qu'il faudrait s'y mettre après le petit-déj. Grand-père jouait parfaitement la comédie, parlant du ranch, posant des questions à ma sœur sur ses études, agissant comme s'il ne se doutait de rien. J'ai essayé de suivre son exemple, me contentant de manger mes œufs et de hocher la tête au bon moment. Mais c'était dur de ne pas fixer mes parents en pensant, je sais ce que vous faites. Après le petit déjeuner, papa est allé chercher sa mallette, pendant que maman débarrassait la table avec une fausse attitude détendue. On devrait peut-être tous s'installer dans le salon, a-t-elle suggéré. Ce sera plus confortable pour examiner les documents. Grand-père a acquiescé, et on est tous allés dans le salon. Papa a étalé les papiers sur la table basse, prenant son air de sérieux homme d'affaires. Papa, ce sont juste des documents de planification successorale standard, préparés par mon avocat. Rien de compliqué, c'est juste pour s'assurer que tout est bien en ordre pour l'avenir. Grand-père a pris le premier document et l'a regardé en plissant les yeux, comme s'il n'arrivait presque pas à le lire. Et cette partie sur le transfert de propriété? Papa a lancé son explication répétée sur la protection des actifs et la gestion des responsabilités, en utilisant tout un tas de termes juridiques qui, probablement, ne voulaient pas dire ce qu'il croyait. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas l'interrompre là, tout de suite. C'est à ce moment-là qu'on a entendu des véhicules arriver dans l'allée. Mes parents se sont figés. Tu attends quelqu'un, a demandé papa, soudainement nerveux. Peut-être bien, a dit grand-père vaguement, se levant pour aller regarder par la fenêtre. Ah, c'est juste mon avocat et ton oncle Steve. Je leur ai dit de passer aujourd'hui. Le regard sur le visage de mes parents était de la pure panique. Maman est devenue pâle. Ton avocat? Pourquoi tu aurais besoin de ton avocat aujourd'hui? Toujours bon d'avoir des conseils professionnels quand on signe des documents importants, tu ne crois pas, a dit grand-père en allant ouvrir la porte. Je l'ai suivi, à moitié pour l'aider à accueillir les invités, à moitié parce que je ne voulais pas rester seul avec mes parents, qui étaient en train de paniquer en silence derrière nous. Grand-père a ouvert la porte alors qu'il montait les marches. L'avocat et l'oncle Steve avaient déjà l'air furieux. On est tous retournés au salon, où mes parents essayaient frénétiquement de rassembler leurs papiers. Ma sœur restait là, assise, l'air confuse, comme si le script avait changé sans qu'on lui donne les nouvelles pages. Qu'est-ce qui se passe? A demandé papa, essayant d'avoir l'air détendu. Steve? Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est qui, lui, dit-il en désignant l'avocat. C'est mon avocat, dit grand-père. Il s'occupe de mes affaires depuis environ 30 ans. Ton avocat, dit maman, complètement perdue, lançant un regard affolé à papa. Eh bien,
dit grand-père en s'asseyant calmement dans son fauteuil, quand quelqu'un essaie de me voler mon ranch avec des documents falsifiés, ça me semble être le bon moment pour avoir un conseiller juridique sous la main. Bon sang. Il l'a dit comme ça, sans détour, sans mise en scène, juste, boum, je sais ce que vous faites. La pièce est devenue totalement silencieuse. On aurait entendu une mouche péter. Le visage de papa est devenu bizarre, comme s'il ne savait pas s'il devait paraître choqué ou offensé, alors à la place, il avait l'air constipé. De quoi tu parles, a-t-il fini par bafouiller. Voler ton ranch? Ce sont juste des documents de succession, pour ton bien. L'oncle Steve a soufflé par le nez. Arrête ton char, David. On a vu les papiers. On est au courant pour le promoteur qui offre des millions pour ce terrain. Tu penses que ton père est un vieux sénile que tu peux berner pour lui faire signer ses terres? Maman est intervenue, la voix aiguë, c'est ridicule. On essaie juste d'aider à organiser les choses pour l'avenir de papa. Pourquoi vous nous attaquez comme ça? L'avocat s'est éclairci la gorge. Peut-être que vous aimeriez expliquer pourquoi ces documents de succession transfèrent la pleine propriété du ranch à vous et votre épouse, sans aucune compensation ou contrepartie pour Monsieur Mitchell. Ou pourquoi il vous accorde une procuration avec effet immédiat. Ou encore pourquoi il y a des signatures d'entraînement dans votre écriture, tentant d'imiter la signature de votre père. Le visage de papa est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Où vous avez eu ça? Qui a fouillé dans nos documents personnels? Il s'est tourné vers moi, et j'ai vu l'instant précis où il a compris. Si un regard pouvait tuer, je serais mort sur le coup. Toi, a-t-il sifflé. Tu es allé dans notre bureau. Tu as pris des photos de documents privés. De tes propres parents. Je suis resté debout, même si mes jambes tremblaient. Ouais, je l'ai fait. Parce que vous essayez de voler grand-père. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Vous aider? Ma sœur a enfin ouvert la bouche, l'air confuse et furieuse. Attends, qu'est-ce qui se passe, papa? De quoi il parle? Demanda ma sœur. Est-ce qu'on est vraiment venu ici pour que grand-père signe et leur donne le ranch? Au moins, elle n'était pas complètement complice. Juste prête à servir de distraction sans poser de questions. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire. Papa l'ignora, toujours en train de me foudroyer du regard. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai éclaté de rire, un vrai rire, même moi j'en ai été surpris. Tout ce que vous avez fait pour moi? Tu veux dire me faire payer un loyer pour vivre dans ma propre maison, me faire bosser comme un malade pendant que vous payez tous ces caprices à elle, me traiter comme si je n'étais rien? Ouais, merci pour tout ça. Maman s'est mise à pleurer, évidemment. Sa réaction habituelle quand on la confronte. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Non, ai-je dit calmement. Vous ne m'aimez pas. Et maintenant, tout le monde sait exactement quel genre de personne vous êtes vraiment. Oncle Steve avait l'air de vouloir frapper mon père, ce que, honnêtement, je n'aurais pas eu envie d'arrêter. Vous alliez vendre le ranch de votre propre père dans son dos, pourquoi? Une maison plus grande? Une nouvelle voiture? Vous me dégoûtez. Grand-père était juste assis là, regardant tout ça se dérouler avec une tristesse calme. Finalement, il a pris la parole. Je t'ai toujours appris qu'un homme, c'est sa parole, David. Que l'honnêteté vaut plus que l'argent. On dirait que ces leçons ne sont jamais restées. Papa a commencé à reculer, nerveux. Écoute, tout ça est un malentendu. Ces documents ne sont pas ce que tu crois. On voulait juste s'assurer que notre fille ait toutes les opportunités, son avenir en dépend. Assez, l'avocat l'a interrompu. Je pratique le droit depuis 40 ans. Je reconnais une arnaque quand j'en vois une. La vraie question, c'est ce que votre père veut faire à ce sujet. Tous les regards se sont tournés vers grand-père. Il a soupiré, semblant soudain fatigué et vieux. Ce que je veux, c'est que vous partiez maintenant. Prenez vos papiers et partez. Papa avait l'air abasourdi. Tu nous mets à la porte? Ton propre fils? Tu as fait ton choix, dit simplement grand-père. Maintenant je fais le mien. Maman était en train de pleurer de façon incontrôlable. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. On voulait juste aider. Oncle Steve s'est avancé. Tu l'as entendu. Prends tes affaires et partez. Ma sœur regardait autour d'elle, paniquée. Et moi? J'ai rien fait. Tu les aidais, ai-je rétorqué. Tu savais que quelque chose clochait et tu as suivi le mouvement. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Ironique, vu ce qui se passait. Je ne savais pas.
Ils ont juste dit qu'on devait aider grand-père à organiser ses affaires? Peut-être qu'elle ne savait vraiment pas. Ou peut-être qu'elle savait très bien jouer l'innocente. Dans tous les cas, grand-père n'en avait plus rien à faire. Tous, répéta-t-il. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Mes parents ont commencé à rassembler leurs affaires à contre-cœur, maman pleurant toujours, papa l'air de préparer son prochain coup. Ma sœur tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement en train de raconter à ses amis une version bidon où elle était la victime. Et moi, je suis resté là, à me sentir bizarrement vide. Ça aurait dû ressembler à une victoire, mais c'était surtout triste. Alors qu'il s'approchait de la porte, papa s'est retourné vers moi, le visage tordu par la colère. J'imagine que tu te crois malin, hein? Avoir monté ton grand-père contre nous? J'espère que t'es fier de toi. Pas fier, ai-je dit, gardant une voix posée. Je ne pouvais juste pas vous laisser faire ça. Il m'a fixé, les yeux glacés. Tu n'es plus mon fils. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Ces mots ont frappé plus fort que je ne le pensais. Mais je n'ai pas bronché. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tant mieux. Parce que j'ai fini d'essayer. Ce furent les derniers mots que je lui ai dit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à vivre chez mon grand-père, dans son ranch de chevaux. Juste comme ça. Mes parents et ma sœur sont repartis furieux, et moi je suis resté. Pas besoin de mentir, les premiers jours étaient sacrément étranges. Je me demandais, est-ce que je viens vraiment de faire exploser toute ma famille? Ouais, c'était des gens toxiques qui essayaient d'arnaquer mon grand-père, mais malgré tout, c'était ma famille. Ça te travaille, peu importe comment tu regardes ça. Grand-père m'a donné la petite chambre au bout du couloir. Je te jure, elle a plus ressemblé à un vrai chez moi en un jour que ma chambre chez mes parents en 17 ans. Après le départ de mes parents, l'avocat est resté un moment pour discuter avec grand-père des mesures juridiques à prendre et, en gros, s'assurer que mes parents ne puissent pas tenter un autre coup fourré pour s'approprier le ranch. Oncle Steve m'a proposé de me ramener chez mes parents pour récupérer mes affaires, mais honnêtement, il n'y avait pas grand-chose qui comptait pour moi. Je peux racheter ce qu'il me faut, je lui ai dit. J'avais vraiment pas envie de les revoir maintenant ni jamais, mais ça, je ne l'ai pas dit à voix haute. Oncle Steve a hoché la tête comme s'il comprenait parfaitement. Ton grand-père a mis un peu d'argent de côté. Il n'est pas riche, mais il est à l'aise. Il fera en sorte que tu sois bien. L'idée que quelqu'un veuille prendre soin de moi sans me faire sentir comme un poids, c'était étrange. Genre, un concept complètement étranger dans ma vie. Après le départ de tout le monde, il ne restait plus que moi et grand-père. On s'est assis sur le perron ce soir-là, regardant les chevaux dans le pâturage. Aucun de nous n'était vraiment bavard, alors on est resté en silence un moment. Et c'était plutôt agréable, en fait. Puis il s'est tourné vers moi, alors, c'est quoi ton plan maintenant? Tu veux finir le lycée ici? Il y a une école correcte en ville. Rien d'extraordinaire, mais ils t'apprendront ce qu'il faut. Je n'y avais pas vraiment réfléchi. Toute mon énergie avait été concentrée sur le fait d'arrêter l'arnaque. Je suppose. Je sais pas trop quoi faire d'autre. Il a hoché la tête. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Travailler au ranch avec moi, aller à l'école, réfléchir à la suite. Pas de pression. Pas d'urgence. Pas de demande de loyer. Pas de rappel constant que j'étais un fardeau. Juste une invitation ouverte à exister, dans un endroit où j'étais réellement le bienvenu. Un concept complètement fou. Et l'université, ai-je demandé. Mes parents ont été très clairs, ils ne paieront rien. Grand-père a éclaté de rire. Fiston, je vis peut-être au milieu de nulle part, mais je ne suis pas fauché. J'ai mis de l'argent de côté pour tes études depuis ta naissance. Ton père n'a jamais posé de questions à ce sujet, et moi, je n'ai jamais proposé. Je me suis dit qu'il m'en parlerait quand le moment viendrait. Apparemment, il a trouvé un autre moyen d'essayer de mettre la main sur mon argent. Je le regardais fixement. Tu avais de l'argent pour mes études? Depuis tout ce temps. Ouais. Pas assez pour une école privée hors de prix, mais largement de quoi payer une université publique, si c'est ce que tu veux. Ou une école technique, ou quoi que ce soit d'autre. J'ai eu l'impression de recevoir une claque dans le bon sens. Toutes ces heures supplémentaires, tout ce stress sur comment j'allais payer mes études, et tout ce temps, l'argent m'attendait. Juste une autre chose que mes parents m'avaient cachée. Les 2 semaines suivantes ont été comme un cours accéléré de vie à la ferme, réveil à l'aube, nourrir les chevaux, nettoyer les boxes, réparer les clôtures. Un travail physique éreintant qui me laissait courbaturé dans des muscles que je ne savais même pas avoir. Mais c'était une bonne fatigue, tu vois?
J'avais enfin l'impression de faire quelque chose de concret, quelque chose qui comptait vraiment. Grand-père était super détendu pour m'apprendre les choses. Il ne se mettait pas en colère quand je me plantais, il me montrait simplement comment faire correctement et me laissait réessayer. Les chevaux sentent ton stress, disait-il. Ils se nourrissent de ton énergie. Reste calme, ils resteront calmes. Environ une semaine après toute cette histoire, mon téléphone s'est mis à exploser de messages. Mes parents avaient enfin réalisé que je ne reviendrais pas, et ils étaient passés en mode manipulation totale. Maman m'a envoyé de longs messages dramatiques sur combien elle m'aimait et comment j'étais en train de détruire la famille. Papa était plus direct, tu fais une énorme erreur. N'attends pas qu'on te sauve quand tout ça s'effondrera. Je n'ai répondu à rien. À quoi bon? Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient. Les messages de ma sœur étaient carrément méchants, j'espère que tu es content avec tes chevaux, pendant que mon avenir est foutu. Tu as tout gâché. Puis c'est devenu des reproches, tu ne pouvais pas juste laisser maman et papa gérer? Il fallait que tu foutes tout en l'air. Elle ne demandait pas si c'était vrai. Elle cherchait quelqu'un à blâmer. Et ce quelqu'un, c'était moi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi à eux, pourquoi à moi? Comme si c'était moi qui avais commencé l'arnaque. J'ai fini par lui envoyer un seul message, demande-leur au sujet du promoteur qui offrait des millions pour le terrain. Voici, ils te disent la vérité. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Peut-être qu'elle a eu sa réponse. Ou peut-être qu'elle n'a pas voulu l'affronter. La nouvelle s'est répandue dans le reste de la famille. La plupart ont pris le parti de grand-père, surtout après avoir appris l'histoire des documents falsifiés. Quelques-uns m'ont blâmé, disant que j'avais causé des problèmes et manqué de respect à mes parents. Oncle Steve leur a dit ce qu'il pensait de leurs opinions et j'aime de plus en plus ce type. Commencer le lycée local, c'était bizarre. Petite ville, tout le monde connaît tout le monde. Et puis il y avait moi, le nouveau venu avec une histoire intéressante. Je me suis fait quelques amis. Rien de très profond, mais assez pour ne pas manger seul à midi. Grand-père m'a présenté aux clients du ranch, en disant que j'étais son nouvel assistant et que j'apprenais le métier. Un mois plus tard, il m'a fait asseoir avec une pile de papier et m'a dit qu'il était temps d'apprendre le côté business. Le ranch, ce n'était pas juste nourrir les chevaux et faire des balades. C'était un vrai travail, de l'argent qui rentrait via les cours d'équitation, les randonnées, les frais de pension, et même un programme d'élevage. En plus, il y avait plus de 200 acres de terrain que les promoteurs immobiliers regardaient comme si c'était de l'or. En terminale, je gérais pratiquement le ranch. École la journée, travail au ranch le matin et le soir. Les week-ends étaient remplis de leçons et de randonnées. Mes parents ont tenté de me recontacter, mais je les ai ignorés. Oncle Steve me tenait au courant des dramas familiaux, mais honnêtement, je m'en fichais. Après l'obtention de mon diplôme, grand-père et moi avons agrandi l'activité, on a construit une arène intérieure, lancé un programme de thérapie, et doublé nos revenus en 2 ans. 5 ans plus tard, c'est fou de penser à tout ce qui s'est passé. Le ranch m'a littéralement sauvé la vie. Aujourd'hui, je dirige toute l'entreprise. Grand-père m'aide un peu par-ci, par-là, mais à 75 ans, il profite surtout de la vie pendant que je gère les opérations du quotidien. On a 8 employés. Le programme de thérapie aide des dizaines d'enfants chaque mois. Et l'année dernière, on a même organisé quelques petits rodéos qui ont rapporté pas mal. Mes parents ont essayé de débarquer à l'improviste à Noël dernier, probablement dans l'espoir de nous culpabiliser maintenant que le ranch vaut encore plus. Oncle Steve était en visite, et il leur a dit clairement de quitter la propriété où il appellerait le shérif. Le moment le plus satisfaisant de toute ma vie. Grand-père dit que j'ai sauvé le ranch. Mais on sait tous les deux que c'est le ranch qui m'a sauvé. C'est marrant, la vie. Mes parents ont passé des années à me faire sentir comme si je ne valais rien. Et pourtant, c'est moi qui ai eu le courage de me lever et de stopper leurs conneries. Et ça vaut plus que n'importe quel héritage. Et même si je ne sais pas encore tout ce que l'avenir me réserve, je sais une chose, tant que grand-père est là, tant que je peux me lever chaque matin avec un but et un endroit où je suis accueilli pour ce que je suis, alors tout ira bien. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'héritage qu'on laisse derrière soi qui compte, mais les gens qu'on relève quand ils tombent. Et grand-père, lui, m'a relevé sans jamais rien attendre en retour. C'est ça, l'amour véritable.